La maison 112 Ocean Avenue à Amityville resta inhabitée jusqu'au 18 décembre 1975, jour où la famille Lutz y emménagea après l'avoir achetée pour la modique somme de 80 000 $. Ils y restèrent seulement 28 jours. La famille Lutz se compose du père et beau-père George Lee Lutz, de la mère Kathleen Teresa Lutz, alias Cathy, et des enfants Daniel, Missy, Noël, Gabriel et Christopher. 2 de leurs enfants cependant naîtront après les faits. Malgré le passé macabre de cette grande demeure, la famille Lutz y emménage le 18 décembre 1975. George Lutz, 28 ans, propriétaire d'un cabinet de géomètre, visite la propriété avec sa femme Kathleen, 30 ans. Ils viennent tout juste de se marier et ont 3 enfants issus d'un premier mariage de Cathy. George et sa femme croient avoir trouvé la maison de leurs rêves et s'en portent donc acquéreurs. George Lutz dira ceci. On n'avait aucune réticence envers cette maison. Elle répondait si bien à nos besoins qu'on a cru que c'était l'idéal pour nous. Personne ne se sentait mal à l'aise dans cette maison, mais on était loin de penser que quelque chose de résiduel était encore là. Harry, notre labrador noir, a failli se pendre. Il a sauté au-dessus de sa clôture, mais sa chaîne était trop courte. Il s'est donc retrouvé pendu de l'autre côté de la barrière. Cela s'est produit 1 heure après notre emménagement. George Lutz raconta qu'un de ses amis qui connaissait bien l'histoire de cette maison et le drame qu'elle connut en 1974 lui suggéra de faire venir un prêtre pour bénir les lieux, ce que fit George. Le pasteur est venu et a béni pièce après pièce. Il est revenu et a dit à Cathy et moi-même de ne pas faire une chambre dans une pièce à l'étage où nous envisagions de faire une pièce à couture. Il a dit qu'il y sentait quelque chose, qu'il avait reçu comme une gifle, qu'il a entendu une voix qui lui ordonnait de partir. Tout ça, c'était le premier jour, les premières heures. George Lutz se serait rapidement plaint de se réveiller toutes les nuits, agité, mal à l'aise. Il entendait des bruits bizarres dans la maison. Coïncidence s'il en est, mais George affirma se réveiller chaque nuit à 3h15 du matin, l'heure à laquelle on estime que les meurtres de la famille DeFeo ont été commis. George subissait des changements de caractère. Il se mettait en colère régulièrement mais sans raison. Il se disputait avec Cathy. La famille n'arrivait pas à se réchauffer. George était constamment dehors à couper du bois et faire du feu. Cathy, elle, ressentait des choses différentes de pièce en pièce. George dira « Cathy m'a dit qu'elle a été enlacée parce qu'elle pense être une présence féminine. Quand elle me l'a dit, elle avait très peur. Ça l'a beaucoup perturbée. » Les Lutz se raconteront que des nuages de mouches infestaient certaines pièces de la maison, ce qui semble assez inhabituel en décembre. L'attitude de leur fille Missy changeait, ce qui les inquiétait. George dira « Missy a expliqué à Cathy qu'elle avait un ami qui s'appelait Jody et qui se présentait à elle sous la forme d'un cochon. » De plus en plus de choses étranges se passèrent autour d'eux. On entendait des cris la nuit, des bruits de pas aussi. Les enfants disaient des choses bizarres. Les températures variaient fortement dans la maison et on trouvait des taches sur la moquette le lendemain matin. La porcelaine des toilettes devenait progressivement noire. Il y avait quelque chose de pas normal. Je ne serai jamais capable d'oublier ce qui s'est passé cette nuit-là et les garçons l'air qu'ils avaient, ce qu'ils ont dit ce matin-là. Nous n'étions pas la même famille en arrivant et en repartant de là. Nous étions tous terrifiés au moment du départ. Alors que nous ne connaissions pas la peur en emménageant, mais c'est pourtant la peur qui nous aura tous changés. Cathy Lutz dira « C'est notre instinct de survie qui a parlé ce matin-là. Nous avons donc décidé de partir et de ne jamais revenir. » Les Lutz quittèrent la maison avec leurs chiens tôt le matin du 14 janvier 1975 en n'emportant que quelques vêtements. Et jamais ils n'y revinrent. Ils s'installeront chez la mère de Cathy, puis George et Cathy prirent des mesures pour faire enquêter sur la maison. George et Cathy Lutz ont déclaré avoir fait des enregistrements audio peu de temps après avoir fouillé la maison, afin de témoigner du calvaire qu'ils avaient vécu pendant ces 28 jours. Les Lutz se souviennent de leur réaction à certains événements, mais ont du mal à fournir des dates précises. George dira ceci «
On a découvert qu'on avait beaucoup de souvenirs personnels avec des points de vue différents. J'avais parfois l'impression d'entendre un vacarme comme une fanfare marchant au rez-de-chaussée alors que Cathy dormait à point fermé. Je ne comprenais pas comment elle pouvait dormir avec un bruit pareil. Mais parfois elle se réveillait en sursaut, comme si on l'avait touchée, alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Une semaine après leur fuite, les Lutz contactent William Weber, alors avocat de Ronald DeFeo Jr. Les Lutz voulaient savoir si Weber avait une quelconque preuve recueillie lors de l'affaire DeFeo qui pourrait expliquer ces phénomènes dont ils ont été victimes, preuve qui pourrait les aider à comprendre. William Weber accepta de les rencontrer et leur révélera des éléments clés des meurtres avec photos à l'appui, car selon George Lutz, William Weber a accepté de les rencontrer car il avait des raisons de penser que ce qui a affecté les Lutz aurait très bien pu affecter son client, Ronald DeFeo Jr. Weber déclare avoir eu un soir un rendez-vous avec les Lutz. Cela a duré de 9h du soir à 3h du matin. Weber avait disposé pas mal de photos des meurtres sur la table. Il se souvient leur avoir montré des photos de la poudre verte sombre qui recouvrait certaines pièces de la maison. Cette poudre fut utilisée à l'époque par la police pour relever des empreintes digitales. À ce moment précis, George Lutz aurait déclaré que c'était la bave visqueuse qui sointait des portes, en prétextant donc à Weber reconnaître cette substance. L'avocat avait également des photos de la chambre de Dawn au 2e étage, chambre remplie de mouches mortes. Weber ne croyait pas les Lutz, ce qu'ils ont vécu dans cette maison, mais admettra face caméra avoir tout de suite pensé ce soir-là écrire un livre sur cette affaire. Le livre que Weber avait imaginé s'articulait autour de 3 hypothèses. DeFeo était un assassin sans pitié, DeFeo était un fou dangereux, ou DeFeo était possédé par une force surnaturelle. Le lecteur devait décider par lui-même de la véritable personnalité de Ronald DeFeo Jr. George Lutz l'affirma également, William Weber avait un projet avancé avec DeFeo pour un livre et un film. Il a présenté un contrat aux Lutz ce soir-là qui stipulait que 5% de ce que gagnerait la famille Lutz serait reversé à Ronald DeFeo Jr. On peut donc considérer que William Weber désirait rémunérer DeFeo pour ses meurtres. Indignés, les Lutz refuseront de signer ce contrat. Cette rencontre entre Weber et les Lutz a été enregistrée sur bande audio. On entend parfaitement William Weber dire à un moment donné que toute cette histoire peut faire l'objet d'un livre, d'une adaptation cinématographique et qu'il y aurait des droits. On l'entend alors parler pourcentage et contrat. Weber pense toujours aujourd'hui que les Lutz ont annexé les faits qu'il leur avait racontés de l'affaire DeFeo ce soir-là et qu'ils l'ont intégré dans leur livre. Je reviendrai sur le livre un peu plus tard dans ma vidéo. George Lutz, quelque temps après la soirée avec William Weber, contacta un parapsychologue du nom de Stefan Kaplan. Mais George découvrit rapidement que Kaplan se revendiquait vampirologue, ce qui était censé lui donner de la crédibilité, mais pas pour George. Les Lutz demanderont cependant ses services. Kaplan dira à George Lutz « Nos services ne vous coûteront rien, mais nous sommes une organisation de service public, et si on découvre quelque chose qui confirme ce que vous dites, alors nous dirons au public ce que nous avons trouvé. Mais si on trouve qu'il n'y a rien, on le dira également. » 3 jours plus tard, George Lutz rappela Kaplan concernant une déclaration de Kaplan dans le journal. George avait prévenu Kaplan qu'il ne voulait aucune publicité autour de cette affaire et qu'à cause de sa déclaration dans la presse, il devait annuler l'investigation et la repousser de plusieurs semaines. Le lendemain, Stefan Kaplan fut surpris d'apprendre que George Lutz et sa femme avaient fait la veille au matin une conférence de presse. Cette conférence de presse a bien eu lieu. Elle fut organisée par William Weber le 16 février 1976 et se déroula dans ses bureaux. Cette conférence de presse avait été organisée pour Newsday, qui réclamait la présence des Lutz. J'ai vérifié cette information et le témoignage de Cathy Lutz en dit long. Selon Cathy Lutz, alors qu'ils étaient en contact avec Kaplan, Weber aurait téléphoné à la famille Lutz et leur aurait demandé de donner une conférence de presse, mais Cathy était contre. Weber aurait donc déclaré aux Lutz que s'il refusait cette conférence, il enverrait des journalistes chercher les enfants à l'école pour leur soutirer les informations nécessaires. Sous la menace, Cathy et George ont alors accepté d'accorder une conférence de presse. Les Lutz mettront rapidement un terme à leur collaboration avec Weber, mais leur histoire fera hélas le tour de la ville. Les habitants du coin appelleront cette maison la maison des horreurs.
Après avoir brièvement investigué dans la maison, Stephen Kaplan affirmera que l'histoire d'Amityville n'est qu'un canular, une fraude. Il s'engagera dans une croisade de 20 ans destinée à démontrer la supercherie avec The Amityville Horror Conspiracy. Les Lutz rompront contact avec Kaplan, mais continuèrent tout de même à chercher des spécialistes en paranormal. Après la fuite de la famille Lutz et cette conférence pour Newsday, les médias s'emparèrent rapidement de l'affaire. Channel 5, la chaîne de télé locale de New York, voulait le scoop à tout prix. Une jeune journaliste de Channel 5, au moment des faits, Laura Didio, appela les Lutz. Ces derniers refusaient de parler aux médias en général, mais Laura Didio fut la première personne à avoir dit aux Lutz « Je ne veux pas qu'il arrive du mal à votre famille. J'aimerais simplement vérifier la crédibilité des gens impliqués dans l'enquête. Vous avez besoin d'aide. » Selon Laura, ce qui lui a le plus frappé, c'est que les Lutz étaient sincèrement terrifiés, vraiment bouleversés de ce qu'ils avaient vécu dans cette maison. Laura Didio contacta alors des enquêteurs en paranormal et experts en démonologie qui vivaient au Connecticut, Ed et Lorraine Warren. Lorraine Warren se définira de la sorte. Nous enquêtons sur le paranormal, le surnaturel et le préternaturel. Nous enquêtons sur les phénomènes hantés causés par les esprits humains ou par les activités des esprits frappeurs, ou encore par les fantômes démoniaques non humains. Nous avons travaillé sur différents cas de possession et d'exorcisme. Quelques jours plus tard, Laura présentera les Lutz aux Warren. Les Lutz se sont sentis apaisés et rassurés par les Warren, Lorraine étant une femme très compatissante et très maternelle. Après 3 semaines seulement, les Warren sont alors rentrés dans la maison pour la première fois. Laura Didio raconta que George Lutz les avait accueillis, elle et les Warren, au pied de la propriété d'Ocean Avenue et que George aurait refusé d'aller sur le terrain de la maison. Lorraine Warren, lors d'une interview, raconta qu'il y avait un sentiment horrible de mauvais présage à travers toute la maison, qu'on sentait que la maison était infestée par autre chose d'autre que par des esprits humains. Pour elle, c'était certain, même plus qu'évident. Ed Warren dira « Quand nous sommes entrés dans la maison, ce n'était pas la maison du diable, mais une maison hantée ordinaire. » Laura, quant à elle, dira « J'avais la chair de poule en entrant à l'idée de ce qui se passerait. J'étais prise d'angoisse. On a envie qu'il se passe quelque chose. Et d'un autre côté, on est glacé d'effroi, car quoi qu'il arrive, on ne veut pas être au cœur de la tempête. » Le 24 février 1976, les Warren et une équipe de télé débarquent dans cette maison. Ce qui frappa tout le monde ce jour-là, c'était l'impression que les Lutz s'étaient absentés juste pour la journée. Ils avaient tout laissé en l'état. Ils ne plaisantaient pas en parlant de fuite. Lorraine Warren dira que les sentiments qui l'ont envahi en entrant dans cette maison étaient de la tristesse et de la dépression. Cette maison avait connu une horrible tragédie. Ça se sentait selon elle. Ed, lui, déclarera avoir ressenti une présence terrifiante à la cave. Peu après leur première visite, les Warren retrouvèrent le père Ralph Pecoraro, le prêtre ayant béni les lieux à l'arrivée des Lutz. Interviewé en 1979, le prêtre raconte son expérience dans la maison. « Je bénissais la maison quand j'ai entendu une voix d'outre-tombe. Sortez !» Elle semblait tellement s'adresser à moi que j'ai été saisi d'horreur. Puis j'ai senti quelque chose me gifler le visage, mais il n'y avait personne. Les Warren s'étaient mis d'accord après cette première investigation de ne jamais retourner dans cette maison, que cela était dans leur intérêt. Pourtant, ils y retourneront pour terminer leurs recherches. À la demande des Lutz, les Warren retournèrent donc à Amityville. La chaîne de télévision locale, Channel 5, rassembla une équipe de médiums et s'apprêta à filmer leur enquête. Ils feront venir des parapsychologues, amenèrent des médiums et décidèrent de pénétrer dans la maison la nuit du 6 mars 1976. Ils seront une vingtaine ce soir-là. Il y avait notamment des chercheurs de l'école de parapsychologie de Duke, Laura Didio, Marvin Scott, l'envoyé spécial de la chaîne de télévision Channel 5, les Warren, ainsi que 2 autres journalistes de la radio. Peu après l'arrivée de l'équipe télé et du journaliste Marvin Scott, des choses étranges se passèrent. Laura Didio affirme que rien ne lui arriva à elle, mais que quelque chose semblait atteindre les gens autour d'elle. Le caméraman, Steve, fut le premier. Quand il est arrivé au palier au 2e, il s'est soudainement plié en 2 en se tenant la poitrine, se plaignant d'avoir des douleurs intenses. Lorraine Warren dira « C'était incroyable la façon dont les gens étaient infectés. L'impression dominante était très triste. »
Mary Donnay, une médium présente ce jour-là, affirme avoir ressenti la présence d'un adolescent qui avait fait quelque chose qui avait entièrement changé sa vie, qu'il avait commis une action horrible. Elle raconta qu'il y avait une fenêtre au-dessus d'elle et qu'elle y a vu une fillette qui la regardait. Ensuite, elle a entendu des pleurs, des plaintes. Alors Mary lui a dit de regarder la lumière blanche, de marcher vers elle pour enfin lui dire que tous ceux qu'il aimait l'attendaient. On demanda à Lorraine ce soir-là si elle voulait bien effectuer une séance de spiritisme. Elle dira plus tard avoir été assez méfiante à ce sujet. Elle avait l'impression de se mettre en danger. Lors d'une première séance de spiritisme, filmée ce soir-là, Alberta Riley, une autre médium, entra en transe. Marvin Scott, qui a couvert l'événement pour la chaîne locale, se souvient de cette nuit à Amityville comme étant tout sauf surnaturel. Il dira « Pendant la séance, un des médiums a eu un malaise et a quitté la pièce. Un autre s'est plaint de son cœur. J'ai senti un léger froid dans la nuque. Je me suis pas formalisé, les nuits sont froides en février. » Lorraine, quant à elle, dira « Nous avons été en danger cette nuit-là. Nos sensations à tous étaient très fortes. » Vers 3h15 du matin, une deuxième séance de spiritisme est organisée dans la lingerie, à l'étage, là où les Warren pensent que la force démoniaque était la plus présente. Je rappelle que c'est l'heure à laquelle les meurtres de la famille DeFeo auraient été commis, l'heure à laquelle également George Lutz se réveillait chaque nuit. Lorraine Warren, ce jour-là, disait qu'elle ressentait la présence d'un démon qui venait des profondeurs de la terre. Selon elle, il n'y avait pas que les esprits assassinés des membres de la famille DeFeo. Elle dira même avoir vu des corps alignés, tous recouverts de draps blancs. Mary Donnay rajouta ceci. « J'ai eu l'impression de voir des silhouettes couvertes de capuches, comme des moines, juste derrière la porte, bloquant le seuil. Ils me fixaient. J'ai eu peur. Alors j'ai pris de l'eau bénite et j'ai aspergé les lieux en disant « En arrière, Satan !» Et cela a disparu, comme de l'eau sur une plaque chauffée, puis tout s'était arrêté dans la maison. Lorraine Warren, ce jour-là, monta tout en haut et en arrivant dans une des chambres, s'arrêta net. Marvin Scott, qui la suivait, demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et Lorraine répondit « J'espère ne jamais approcher plus que ça de l'enfer. » Laura Didio déclara à propos de cette deuxième séance de spiritisme « À la fin de la séance, on est redescendu au rez-de-chaussée. À ce moment-là, Ed Warren tenait un crucifix et précédait Lorraine dans les escaliers. Il a été arrêté net comme ayant subi une bourrasque de vent. Il aurait déclaré plus tard qu'il avait été comme heurté par une légion de démons. Ed Warren dira « J'ai eu soudain l'impression d'être sous une énorme chute d'eau dont la pression me poussait vers le sol. J'ai sommé quiconque était là au nom de Dieu de dévoiler son identité. Je sentais des centaines de petites piqûres, comme de l'électricité statique. J'ai compris, j'ai tout de suite su qu'on n'avait pas affaire à un fantôme. Ce n'était pas une maison ordinaire. Sur une échelle de 1 à 10, on était à 10. Lorraine Warren décrivit ça comme un puissant jet d'eau sur la poitrine qui empêchait quiconque d'avancer. Peu avant la fin de l'enquête, Marvin Scott se retourna vers Laura et lui dit « On ne l'a pas. Pas d'exorcisme pour la télévision. Voilà ce qu'il voulait dire. Aucun scoop en somme. » Alors que rien grand-chose ne se passa devant les caméras de la télévision, une photo prise cette nuit-là révélera une mystérieuse présence. L'appareil photo en question était fixé sur un trépied et prenait des photos avec flash automatique, et ce à intervalles réguliers. Il y avait des dizaines et des dizaines de photos de la porte qui conduisait à la chambre de Missy, la fille des Lutz. On distingue nettement sur l'une d'elles, dans l'encadrement de la porte, sur le palier au 2e étage, le visage d'un petit garçon qui jette un coup d'œil depuis la porte. Or, il n'y avait aucun enfant dans la maison cette nuit-là. Alors d'où venait-il ? Gene Campbell, l'homme qui a pris ces photos, était un expert. Personne ne remettra ces photos en doute. Ed Warren dira à propos de cette photo mystérieuse « On voit le visage de ce qui semble être un enfant. On dirait des yeux phosphorescents, mais c'est peut-être des lunettes. » Selon Lorraine, un esprit démoniaque peut prendre la forme qu'il veut. Bien que les Warren affirment qu'il n'y avait pas d'enfant dans la maison cette nuit-là, ils admettent aussi que rien n'a été prouvé scientifiquement. George Lutz, quant à lui, dira ceci concernant cette photo. Un jour, on a appelé Missy, on lui a demandé si elle reconnaissait ce garçon. Elle a dit « Oh, c'est le garçon avec qui je jouais là-bas ». C'était la première fois qu'on en entendait parler. Ed Warren résumera cette photo simplement en disant « Pour le convaincu, aucune preuve n'est nécessaire, mais pour l'athée et le sceptique, aucune preuve n'est possible. »
Les Lutz ne revinrent jamais dans cette maison. La banque récupérera la propriété et les meubles furent revendus aux enchères. George et Kathy Lutz renoncèrent aux 24 000 $ investis dans cette maison d'Amityville et partirent vivre en Californie. Ils partirent en affirmant qu'ils devaient échapper à l'influence de la maison et au déluge de la publicité qui suivirent la médiatisation de leur histoire. Amityville deviendra un phénomène à part entière. Beaucoup de gens en parleront. La somme de tous les phénomènes du paranormal regroupés en une seule affaire. Si on reprend les premiers articles publiés sur cette affaire d'Amityville, on peut remarquer que les versions des faits changent à chaque fois. Les Lutz ont toujours admis que certains aspects de l'histoire ont été exagérés, mais accusent avant tout la soif de sensation des médias. Ce fut le début d'une série de propos mal retranscrits. Tout le monde peut voir ces propos déformés, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'histoire originale est vraie. À mesure que l'intérêt pour les Lutz grandit, le démystificateur Stephen Kaplan affronte les Warren face à face dans des émissions de radio et de télévision. You're a parapsychologist. You are Dr. Stephen Kaplan. Yes? What kind of instrumentation did you use? All right, one of the scientific things we used is people to research the history of the house, to try to get an idea of the construction. And the Yes, but what about in the house? Yeah, you're not answering the question, Steve. Right. We had people with electric equipment inside the house. What would you call that equipment? I wouldn't have the terminology for that. But you're a parapsychologist. Yes, I am, but I'm not an electronics expert. Leur désaccord se transformera en conflit personnel. Ed Warren dira de Kaplan qu'il n'était pas docteur en parapsychologie et qu'il se n'est aussi creux qu'une coquille vide. Alors que le conflit entre Warren et Kaplan faisait rage, l'avocat William Weber contacte un autre spécialiste en paranormal pour enquêter dans cette maison du 112 Ocean Avenue, le docteur Hans Holzer. Hans Holzer, célèbre parapsychologue américain, se joindra à l'affaire. Grand enquêteur et auteur, il écrivit une 50aine d'ouvrages à propos du paranormal. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, William Weber nie avoir demandé de l'aide à Holzer. Il dira « J'ai peut-être fait appel au docteur Hans Holzer, mais sûrement pas au sujet de l'affaire. Hans Holzer n'a pas été appelé à témoigner, bien qu'il était convaincu que Ronnie était possédé. » Hans Holzer, quant à lui, affirmera ceci. William Weber est venu me voir quand le jeune homme Ronald DeFeo était déjà en prison et m'a demandé de l'aider à rouvrir le dossier sur la base de mes recherches. Hans Holzer déclara que plusieurs photos ont été faites quand il a pu investiguer seul dans cette maison au début du mois de janvier 1977. Sur l'une d'entre elles, on y retrouve Hans Holzer avec, comme il le qualifiera lui-même, un esprit en surimpression, celui d'un cheval avec un cavalier. Selon Hans Holzer et d'après son enquête, l'entité qui perturbait tout le monde dans cette maison était un chef indien. En effet, sur plusieurs photos qui ont été prises pendant l'investigation de Hans Holzer, on remarque sur l'une d'entre elles ce qui sera considéré comme une preuve d'une activité paranormale. Hans Holzer poursuivra son enquête à l'association historique d'Amityville. Le conservateur lui révélera que le squelette d'un chef indien a été déterré sur Ocean Avenue au début du XXe siècle. Hans Holzer, après avoir conclu son enquête, déduira que Ronald DeFeo était sous l'emprise de cet indien au moment du massacre. Mais Stephen Kaplan, éternel sceptique, remet en question les motivations de Holzer. Quelques jours plus tard, le 13 janvier 1977, Hans Holzer, Laura Didio et William Weber entrèrent en compagnie d'Ethel Johnson Meyers, une médium célèbre pour ses transes profondes. Cette médium a été sollicitée par Holzer lui-même dans l'espoir que celle-ci entre en contact direct avec une entité et ainsi établir une communication. Hans Holzer dira à propos de cette médium: dès qu'elle est sortie de la voiture, avant même d'entrer dans la maison, elle a dit « Il y a un Indien là-dedans ». Hans Holzer n'avait absolument rien révélé concernant sa première enquête, à personne. Les dires d'Ethel ne faisaient donc que confirmer les recherches d'Holzer. Ce jour-là, après un bref moment, Ethel commença à parler à un chef indien enterré sur ce terrain. Why are they angry? Because it's been a sacred place, and this is over the very, very special chief. Oh, I can't move my face.
And what does he make them do? Violence of death. I don't know, my skull's cracked and my neck's stretched. What will the male do under those circumstances? Anything the Indian desires him to do. Hans Holzer assure avoir découvert que c'était un ancien cimetière indien et que le quartier avait été construit dessus. Cette maison n'était pas vraiment hantée par des fantômes selon lui, mais par l'entité d'un ancien chef indien, et tout ce que voulait cet indien, c'était qu'on quitte ces terres. Beaucoup de preuves de Hans Holzer auraient été réfutées. Comme les cimetières indiens, les Indiens n'enterront pas les morts près de l'eau. Pourtant, selon les experts, c'est tout à fait possible. L'érosion qui s'est produite ces 4 derniers siècles a très bien pu modifier le niveau de l'eau. Les cimetières d'antan pouvant donc tout à fait être engloutis aujourd'hui. Malgré les réactions des sceptiques, Hans Holzer a toujours cru qu'une force spirituelle avait investi la maison. Il disait « La maison n'est pas hantée. Elle essuie la colère d'un esprit envers un quelconque interlocuteur. Je compatis avec le chef indien. Sa terre et sa tombe ont été profanées. » En 1977 toujours, ce qui n'était qu'un fait divers de la presse locale de Long Island se transforme en folie médiatique et fait des Lutz l'objet de l'attention générale. L'intérêt pour la maison hantée se transformant hélas en frénésie. Le premier article national racontant les 28 jours d'enfer des Lutz paraît dans le numéro d'avril 1977 du magazine Good Housekeeping. L'article est signé par Paul Hoffman. Paul Hoffman avait rencontré les Lutz un an plus tôt par l'intermédiaire de William Weber. En effet, William Weber, voulant écrire un livre sur cette affaire, avait demandé à Paul Hoffman de l'assister à la rédaction. Pour revenir à cet article datant d'avril 1977, Hoffman n'avait pas la permission de le publier, mais il le fera tout de même, et les Lutz porteront plainte peu de temps après la parution et intenteront un procès à Good Housekeeping, Paul Hoffman et William Weber. Après leur fuite en janvier 1976, les Lutz habiteront en Californie. C'est là-bas qu'ils rencontreront Tam Mossman, qui travaille aux éditions Prentice Hall. Tam était intrigué par leur histoire et leur avait conseillé d'engager Jay Hanson, un célèbre auteur, pour écrire un livre inspiré de leur expérience. George Lutz dira « Cathy et moi ne savions plus s'il fallait en faire un livre et si nous étions prêts à essuyer toutes les railleries. On a accepté la proposition. C'était notre choix, on l'a fait librement et ensemble. » Rédigé par Jay Hanson, le livre sera publié à l'automne 1977. Il s'intitulera The Amityville Horror et sera agrémenté de l'audacieux sous-titre A True Story, une histoire vraie. Les critiques seront mitigées, mais l'engouement général et une campagne de publicité nationale feront immédiatement du livre la sensation du moment. Il eut diverses théories pour tenter d'expliquer ce qui s'était passé pour la famille Lutz dans cette maison, mais le livre de Jay Hanson s'imposera comme une référence. Le livre s'épuisait très rapidement. Cette histoire de maison hantée avait le pouvoir de captiver les lecteurs de par le monde. Le terme « histoire vraie » insuffla l'idée aux gens que cela puisse leur arriver, ce qui rendait les gens plus proches encore de cette affaire. Après le film L'Exorciste, qui était sorti 4 ans auparavant, les gens se sont sentis comme attirés par cette histoire du bien contre le mal. Beaucoup de gens craignaient que cela puisse leur arriver, mais la curiosité prit le dessus malgré tout, encore de nos jours. La maison d'Amityville était devenue un personnage à part entière, ayant ses 2 fenêtres à l'étage rappelant des yeux fixant toute personne se trouvant face à elle, lui donnant une personnalité maléfique, comme diront certains. Les faits qui sont relatés dans le livre sont différents de ceux qui ont été retranscrits par la presse et différents encore de ceux narrés par la famille Lutz elle-même. Beaucoup semblaient avoir été exagérés, et 106 erreurs évidentes furent dénombrées dès la parution du livre. Des erreurs matérielles pour la plupart. Pire encore, des faits ont été modifiés. Quand un livre prétend narrer une histoire vraie, on a le droit d'exiger que la majorité des faits cités dans ce livre soient véridiques, et non tronqués. Jay Hanson n'était qu'un vulgaire écrivain. Que les faits racontés par la famille Lutz soient avérés ou non, il s'en moquait éperdument, n'ayant ainsi aucun scrupule à déformer les faits jusqu'à apposer la mention « histoire vraie » et ainsi garantir les ventes. D'ailleurs, les Warren ne soutiendront jamais cet aspect de l'horreur d'Amityville, accusant l'auteur d'avoir pris trop de liberté.
Peter Jordan, un autre parapsychologue qui étudia longuement cette affaire, et Rick Morgan, un journaliste, mirent à l'époque Jay Hanson devant l'épreuve que son ouvrage n'était guère une histoire vraie, mais une œuvre de fiction. Jay Hanson ne niera point ces accusations, jusqu'à rappeler qu'en tant qu'écrivain, son but était simplement de gagner de l'argent. L'histoire des Lutz prirent davantage d'ampleur après le tournant hollywoodien. Après le succès du livre de Jay Hanson, publié en 13 éditions et vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, l'adaptation cinématographique d'American International Pictures sort sur les écrans le 27 juillet 1979. Le film devient rapidement un des plus gros succès de l'été et fait un bénéfice de presque 80 millions de dollars. En juin 1979, l'American International Pictures soumet les Lutz au détecteur de mensonges au sujet de leur expérience à Amityville. Ils réussirent le test. Il est vrai qu'un détecteur de mensonges est recevable devant une cour aux États-Unis, mais cela n'est pas infaillible, hélas. De plus, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait simplement d'un coup publicitaire autour de l'affaire, pour faire parler du film qui sortait quelques jours plus tard. Il est quand même bon de rappeler que le test a été réalisé par Chris Gugas et Michael Rice, deux experts qui étaient considérés comme les numéros 3 dans ce secteur. Peu de temps après le film, Stephen Kaplan participa à un débat télévisé avec George Lutz. Ce dernier raconta qu'une fenêtre s'était rabattue sur la main de son fils et qu'il l'avait emmené à l'hôpital pour le faire soigner. Kaplan proposa alors de faire citer les rapports de l'hôpital, une occasion pour George de prouver ses dires. Là, George Lutz se rétracta avant de déclarer qu'il ne l'avait pas vraiment emmené à l'hôpital, que lui et sa femme lui avaient fait un pansement à la maison. La théorie du canular commença alors à prendre doucement de l'ampleur aux yeux du public. Apparemment, il y avait au 2e étage, dans l'une des pièces de la maison, une fenêtre qui s'ouvrait et se fermait toute seule. C'est le parapsychologue Peter Jordan qui avait remarqué cela. Alors qu'il visitait la maison à l'époque, il avait remarqué que le plancher était inégal dans cette pièce. En appuyant du pied au milieu du plancher, la fenêtre s'ouvrait toute seule. En fait, les contrepoids étaient mal installés et la fenêtre était déréglée, de telle manière qu'on pouvait parfaitement l'ouvrir et la refermer du milieu de la pièce. Je ne remets pas en doute les dires de ce parapsychologue. Un parapsychologue doit toujours s'efforcer de trouver une explication rationnelle avant de prétendre quoi que ce soit d'irrationnel. Aussi, cette explication est plausible, mais je m'interroge tout de même. Il est difficile de penser que l'enfant des Lutz, alors seul dans cette pièce, soit responsable de ce qui lui est arrivé. Comment avoir ses doigts coincés sous cette fenêtre s'il fallait faire pression du pied au milieu de la pièce? Et puis, un enfant de 10 ans n'a guère le poids d'une personne adulte, alors techniquement, comment cela est-il possible? Pour certains, les erreurs factuelles et autres dramatisations du livre prouvaient que les Lutz étaient à l'origine d'un canular. Stephen Kaplan tenta désespérément de convaincre l'opinion publique que cette soi-disant histoire vraie n'était qu'une gigantesque supercherie. Hans Holzer s'est toujours demandé ce qui pouvait pousser Kaplan à défendre la thèse du canular. Il dira « Quand il a découvert que je travaillais sur l'affaire à l'époque, il m'a demandé s'il pouvait me rejoindre et visiter la maison. Je lui ai poliment expliqué que c'était impossible. Il s'est rapidement retourné contre moi et a affirmé que ce n'était qu'un canular. Voilà comment tout a commencé. » Alors que l'avocat William Weber aurait affirmé que les Lutz avaient prévu de tirer profit du massacre des Defeo dès le jour où ils ont décidé d'acheter la maison, Hans Holzer dira que c'est faux et que Weber n'a jamais pensé cela. Holzer dira d'ailleurs « Il était inculte en parapsychologie, mais il m'a avoué plus d'une fois être convaincu que la théorie du possédé était la plus crédible concernant Ronald Defeo. S'il a dit que l'histoire des Lutz était une supercherie, il a ses raisons. Je ne les connais pas, mais c'est faux. » Laura Didio, quant à elle, ne croit pas au canular, rappelant que les Lutz avaient tout investi dans cette maison et qu'ils prenaient un gros risque en misant tout sur une maison qu'ils auraient cru hanter. Les Warren iront dans le même sens. Ed Warren pointera même du doigt les producteurs du film ainsi que l'auteur du livre, eux qui se sont réellement enrichis avec cette affaire. George Lutz dira « On a touché un peu plus de 250 000 $ pour le livre et environ 160 000 $ pour le film. Plus d'un tiers a été versé aux avocats, qui le méritaient ou non, pour avoir défendu notre cause. » Cathy Lutz dira en 2000 «
Certains ont dit que notre histoire d'Amityville n'était qu'un canular. Je n'ai rien à leur dire ni à leur montrer qui pourrait faire office de preuve. C'est la vérité. C'est mon témoignage, mon expérience. Juger le témoignage d'un autre quand on n'a pas été affecté par son expérience, ni de près ni de loin, est totalement intolérable. Les autres n'ont qu'une opinion, et une opinion, ce n'est que du vent. George Lutz affirmera jusqu'à sa mort que cette histoire avait survécu car c'était une histoire vraie, même si pour lui cela ne voulait pas dire que tout ce qui avait été dit était vrai. Il rajoutera « C'est facile de nous accuser à tort. Je préférerais que ce soit un canular, mais ce n'est pas le cas. Ils n'étaient pas là, ils n'ont pas vécu cette expérience, et pourtant ils voudraient nous l'expliquer à nous. Cela ne rend service à personne. » George Lutz soutiendra Jay Hanson et son livre car selon lui, l'auteur aurait réussi à narrer des faits très exacts et fidèles à leurs déclarations. Cependant, les Lutz s'opposeront au film de 1979, le film ayant pris énormément de liberté selon eux, comme le sang qui coulait des murs et les mouches qui attaquent le pasteur. George Lutz déclarait en 2005 « Pendant un peu plus de 25 ans, j'ai eu un gros problème avec le premier film. Mais maintenant, c'est presque un documentaire comparé à ce qu'ils ont réalisé plus récemment. » George Lutz détestait tellement les derniers films qu'il a intenté un procès à la MGM, ce qui fut sa dernière action légale pour protéger sa version des faits. Il mourra le jour où l'affaire a été réglée, à peine 2 ans après son ex-femme Kathy Lutz. Coïncidences, faits troublants, témoignages inédits et historiques des lieux seront dans la 3e et dernière partie de Chroniques numéro 2. La maison d'Amityville.